Au lendemain de l'incendie qui a ravagé une partie du cabinet de Raphaël, l'atmosphère reste lourde. Gabriel, hospitalisé après avoir inhalé une substance hallucinogène, tente encore de remettre de l'ordre dans ses souvenirs. Soraya lui apprend que ce sont les policiers qui l'ont arraché aux flammes. Cette révélation le secoue, car il comprend qu'il aurait pu mourir sans savoir ce qui lui arrivait. De son côté, Raphaël découvre l'étendue des dégâts avec un mélange de colère et d'angoisse. Le cabinet porte les traces du feu, des murs noircis aux objets renversés, comme si la violence de la nuit précédente s'était imprimée partout. Une perquisition est en cours, et Martin reste près d'elle pour la rassurer. Pourtant, lui-même sait qu'un agresseur inconnu a pu entrer et frapper sans être identifié. À l'hôpital, Gabriel essaie de raconter ce qu'il a vécu avec précision. Il se souvient avoir été seul au bureau lorsque quelqu'un a sonné. Persuadé que Raphaël avait simplement oublié ses clés, il s'est approché sans méfiance. À peine la porte ouverte, un inconnu lui a vaporisé un produit directement dans les yeux, un geste rapide qui ne lui a laissé aucune chance de réagir. Sur le moment, Gabriel a cru à une bombe lacrymogène. La brûlure et la panique l'ont poussé vers le lavabo, où il a tenté de se rincer le visage, convaincu qu'un peu d'eau suffirait. Mais très vite, quelque chose a changé. Les formes autour de lui se sont déformées, son esprit s'est brouillé, et les hallucinations ont progressivement remplacé la réalité. Nordine, venue recueillir son témoignage, l'écoute attentivement sans imaginer à quel point cette affaire va bientôt le concerner personnellement. Gabriel décrit la scène, revient sur la sonnette, le geste de l'agresseur et l'arrivée des visions incontrôlables. Pour la police, ce récit confirme une chose essentielle. L'incendie n'est pas né d'un simple accident, mais des conséquences directes d'une attaque préméditée. Pendant ce temps, Martin reste extrêmement vigilant. Il demande à Karim de ne surtout pas relâcher son attention, persuadé que l'homme capable de revenir sur ses pas représente encore une menace. La manière dont l'agresseur a frappé Gabriel montre que rien n'a été laissé au hasard. Quelqu'un savait où le trouver, comment le désorienter et comment disparaître avant l'arrivée des secours. Cette tension professionnelle se double, pour Karim, d'une inquiétude beaucoup plus intime. Nina a entendu un appel concernant ce qui est arrivé à Sarah, et la violence de cette nouvelle l'a profondément marquée. Face à son père, la petite fille ne cache plus sa peur. Elle lui dit qu'elle déteste son métier, précisément parce qu'il l'expose chaque jour à des dangers qu'elle ne peut contrôler. Pour Nina, cette peur devient encore plus douloureuse parce que Lou est toujours en prison. Elle confie à Karim que, s'il lui arrivait quelque chose, elle aurait l'impression de ne plus avoir personne. Karim reçoit ces mots avec tendresse, mais aussi avec l'impuissance d'un père qui voudrait effacer l'angoisse de son enfant sans pouvoir lui promettre que son métier ne comporte aucun risque. Afin de détendre l'atmosphère, Karim lui propose de dresser le classement des métiers les plus dangereux. Il affirme, presque avec malice, que policier n'apparaît pas forcément parmi les premiers. Marin, bûcheron ou couvreur figurent parmi les professions les plus risquées. Nina l'écoute, et ce détour permet à Karim de transformer quelques instants de peur brute en un moment plus léger entre un père et sa fille. Sarah, de son côté, commence à récupérer un souvenir qui pourrait donner une nouvelle direction aux recherches. Elle se revoit sur la plage, peu avant de rejoindre Roxane. Un homme l'a bousculée en passant. Agacée, elle avait protesté, mais l'inconnu ne s'était même pas retourné. Sur le moment, la scène paraissait insignifiante. Désormais, elle se demande si ce contact n'avait pas été soigneusement provoqué. L'idée s'impose peu à peu. Cet homme aurait pu profiter de la bousculade pour lui envoyer le même type de spray. Le souvenir reste incomplet, mais il renforce une hypothèse inquiétante. Sarah et Gabriel n'auraient peut-être pas été victimes de circonstances isolées. Une même méthode semble se dessiner, permettant à l'agresseur d'approcher ses cibles avant qu'elles comprennent qu'elles viennent d'être attaquées. Dans le même temps, au cabinet endommagé, Karim poursuit les recherches avec méthode. Il examine les accès, les traces laissées autour des lieux et la configuration du bâtiment. Peu à peu, une possibilité se précise. Après avoir attaqué Gabriel, l'homme aurait pu éviter une sortie classique et prendre la fuite par les toits. Cette hypothèse expliquerait pourquoi personne n'a réussi à l'apercevoir clairement après les faits. Puis un élément concret apparaît enfin. Karim retrouve le spray qui aurait servi contre Gabriel. L'objet devient immédiatement une pièce capitale, car il peut contenir des traces permettant d'identifier celui qui l'a manipulé. Après tant de souvenirs fragmentaires et d'hypothèses, les enquêteurs disposent enfin d'un élément matériel. La moindre empreinte ou trace biologique peut désormais faire basculer toute l'affaire. Martin suit cette avancée avec une attention tendue. Jusqu'ici, l'agresseur reste une silhouette sans visage, capable d'approcher ses victimes avant de disparaître. Mais le spray change la nature de l'enquête.
Il ne s'agit plus seulement de reconstruire les minutes qui ont précédé les hallucinations de Gabrielle. Désormais, la police peut espérer relier cet objet à quelqu'un de précis. À cet instant, personne ne mesure encore la violence de ce que l'analyse va révéler. Nordine vient de quitter Gabrielle après l'avoir interrogé comme un policier parmi les autres, concentré sur le récit de la victime. Martin continue de raisonner comme un chef d'enquête. Pourtant, derrière cette façade professionnelle, un lien essentiel existe entre eux. Nordine et son fils, et cette affaire s'apprête à frapper leur relation de plein fouet. Roxane récupère alors le spray afin de procéder aux analyses. Son travail doit déterminer si une trace exploitable a été laissée sur l'objet, et chacun attend ce résultat comme une possible ouverture. Dans le commissariat, l'enquête semble enfin progresser après des heures de confusion. Mais cette avancée, loin d'apporter immédiatement un soulagement, prépare un choc que ni Martin ni Karim ne sont encore capables d'anticiper. Pendant que Roxane lance les analyses sur le spray retrouvé au cabinet, Gabrielle quitte finalement l'hôpital. Physiquement, il va mieux, mais son esprit reste marqué par les hallucinations et par la peur de perdre une nouvelle fois le contrôle. Il refuse pourtant de rester enfermé à se reposer. De retour chez lui, il cherche immédiatement à s'occuper, comme si l'action pouvait tenir ses souvenirs à distance. Gabrielle se met ainsi à nettoyer la piscine, malgré la fatigue encore visible sur son visage. Soraya, attentive à son état, lui rappelle qu'il doit surtout boire et récupérer. Elle sait que l'épisode qu'il vient de traverser n'a rien d'anodin. Même s'il prétend aller mieux, son corps comme son esprit porte encore les traces de la substance qui l'a plongé dans une réalité complètement déformée. Très vite, Soraya revient sur un détail qui l'intrigue depuis l'hospitalisation, Perrine. Gabrielle a prononcé son nom et semble s'être inquiété pour elle dès qu'il a retrouvé ses esprits. Lorsqu'elle lui demande qui est cette jeune femme, Gabrielle minimise immédiatement. Il explique simplement qu'il s'agit d'une fille de la fac et affirme qu'ils ne sont pas particulièrement proches. Soraya ne se satisfait pas vraiment de cette réponse. Gabrielle insiste pourtant, allant jusqu'à assurer qu'il n'a pas vu Perrine récemment. Mais pour Soraya, quelque chose ne colle pas. Si cette fille compte si peu, pourquoi son image a-t-elle occupé une place aussi forte dans les hallucinations de Gabrielle? La question reste suspendue, tandis que Gabrielle préfère manifestement garder une partie de la vérité pour lui. À quelques kilomètres de là, une autre histoire prend une direction beaucoup moins inquiétante. Victor retrouve Sofia à la Paillote avec une proposition professionnelle. Il souhaite l'engager comme responsable du bar, au moins pour commencer. La proposition est flatteuse et témoigne de la confiance qu'il lui accorde, mais Sofia a déjà pris une décision qui correspond davantage à la nouvelle vie qu'elle veut construire. Elle annonce à Victor qu'elle compte racheter le stand de traiteur italien installé au Halles. Victor accueille l'idée avec son habituel mélange de franchise et de provocation, estimant qu'elle vaut mieux que cela. Mais Sofia ne se laisse pas déstabiliser. Elle lui répond qu'elle veut devenir sa propre patronne, exactement comme lui, et prendre elle-même les risques liés à son avenir professionnel. Victor comprend qu'il ne la fera pas changer d'avis. Avant de partir, il lui souhaite donc bonne chance avec ses fameuses boulettes, une remarque légèrement moqueuse qui ne parvient pourtant pas à entamer son enthousiasme. Pour Sofia, ce projet représente plus qu'un simple changement d'emploi. C'est une façon de choisir seule sa direction, sans dépendre d'un autre patron ni d'une opportunité offerte. Plus tard, Sofia retrouve Marceau et Ellie pour faire le bilan de cette fin de saison. Elle leur confie avoir réellement apprécié de travailler avec eux et souhaite marquer leur collaboration par un petit geste. Elle leur offre notamment un shaker, puis tous trinquent ensemble. Leur toast, aux boulettes, transforme ce moment de séparation en clin d'œil chaleureux au nouveau projet qui attend désormais Sofia. Dans le même temps, Diane fait une confidence beaucoup plus intime à Esme. Elle lui révèle avoir couché avec Marceau. La nouvelle pourrait être interprétée comme l'aboutissement d'un jeu ou d'un défi entre eux, mais Esme refuse cette lecture trop légère. Elle estime qu'il ne s'agit pas d'un pari, mais plutôt d'un « pacte du désespoir », expression qui souligne la fragilité derrière leur rapprochement. Pendant ce temps, l'enquête reste au centre des préoccupations de Martin. Le commandant sait que les prochains résultats scientifiques peuvent complètement modifier leur perception de l'affaire. Pourtant, avant même d'obtenir ces réponses, il se retrouve confronté à une autre difficulté personnelle liée à Nordine. Il demande alors à Manon de parler avec lui, reconnaissant que sa propre position de père et de supérieur complique tout. Martin ne développe pas immédiatement ses inquiétudes, mais son malaise est évident. Nordine est à la fois son fils et l'un des policiers impliqués dans cette enquête. Cette double relation rend chaque décision plus délicate. Manon accepte de lui parler, consciente qu'elle peut atteindre Nordine d'une manière différente, avec cette proximité affective que Martin ne peut pas toujours se permettre dans le cadre professionnel.
Au commissariat, Karim continue lui aussi de vivre sur deux fronts. Il doit rester concentré sur la traque de l'agresseur tout en gardant en tête les paroles de Nina. Sa peur de le perdre a laissé une trace profonde. Lorsqu'il en parle à Georges, Karim ne cherche pas à dramatiser, mais il reconnaît que sa fille a été bouleversée par ce qui est arrivé à Sarah. Cette inquiétude donne une dimension encore plus lourde à l'enquête. Chaque nouvelle victime rappelle aux policiers que leur métier ne menace pas seulement leur propre sécurité. Il atteint aussi leurs familles, qui doivent vivre avec l'idée qu'un appel peut soudain annoncer le pire. Karim reste professionnel, mais derrière ces gestes précis se cache désormais l'image de Nina lui demandant presque de ne pas disparaître. Du côté de Swazik, l'absence de nouvelles de Bruno devient impossible à ignorer. Elle en parle à Samuel, qui finit par lui avouer avoir pris une initiative sans lui demander son avis. Il a indiqué à Bruno que la voie était libre, autrement dit qu'il ne représentait plus un obstacle entre eux. Swazik réagit immédiatement avec irritation face à cette intervention. Elle reproche à Samuel de jouer les entremetteurs alors qu'elle ne lui a rien demandé. Son agacement cache pourtant une réalité plus inconfortable. Bruno occupe une place qu'elle peine elle-même à définir. Samuel, de son côté, semble avoir compris avant elle que leur propre rapprochement n'a pas d'avenir et que l'attention de Swazik s'est déplacée vers quelqu'un qu'elle hésite encore à assumer pleinement. Samuel a d'ailleurs déjà évoqué cette situation avec William. Sans détour, il lui a confié avoir couché avec Swazik, tout en affirmant qu'il ne se passera plus rien entre eux. Il est persuadé qu'elle a craqué pour Bruno Paoletti, même si elle refuse encore de le reconnaître clairement. Pour lui, leur difficulté vient précisément de ce silence et de cette incapacité à affronter leurs sentiments. William accueille la confession avec davantage de distance et remercie même Samuel de lui avoir changé les idées. Mais derrière cette conversation presque légère se prépare une confrontation beaucoup plus douloureuse. Swazik, privée de nouvelles de Bruno, ne parvient pas à accepter qu'il disparaisse simplement de sa vie. Elle décide donc d'aller le voir directement au hall, avec l'espoir de préserver au moins leur lien. Au même moment, Roxane poursuit minutieusement l'exploitation du spray. L'objet retrouvé par Karim n'est plus seulement une preuve de l'agression, il pourrait révéler qui l'a tenu. Tandis que plusieurs vies continuent d'évoluer autour d'eux, Martin et Karim attendent sans encore savoir que les résultats de Roxane vont faire entrer l'affaire dans une dimension profondément personnelle, capable de bouleverser tout le commissariat. Swazik finit par se rendre directement au hall. Elle apporte avec elle une chemise qu'elle pense appartenir à Bruno, prétexte presque transparent pour provoquer une rencontre qu'elle attend depuis plusieurs jours. Lorsqu'elle la lui tend, Bruno lui répond simplement que cette chemise n'est pas la sienne. Le malaise s'installe aussitôt, car tous les deux comprennent qu'elle n'est pas venue uniquement pour rendre un vêtement. Swazik reconnaît alors qu'il s'agit peut-être d'un acte manqué. Au fond, elle avait surtout envie de le voir. Cette confession, prononcée avec une certaine légèreté, cache pourtant une véritable fragilité. Elle lui avoue qu'il lui manque et tente de préserver ce qui peut encore l'être entre eux. Pour elle, leur lien compte trop pour disparaître complètement après tout ce qu'ils ont traversé. Elle lui propose donc de rester amis, comme si cette solution pouvait contenir les sentiments sans les laisser déborder. Mais Bruno ne veut plus se réfugier derrière cette formule. Il lui rappelle qu'il pensait réellement tout ce qu'il lui avait dit auparavant. Il est tombé fou amoureux d'elle, et dans ces conditions, accepter une simple amitié reviendrait à prolonger une situation qu'il ne supporte plus. Ces mots sont d'autant plus lourds qu'ils ne viennent pas d'une colère passagère. Bruno explique qu'il considère désormais leur relation comme toxique pour lui. Chaque rapprochement, chaque espoir suivi d'un recul le fragilise davantage. Swazik reste face à lui, contrainte d'entendre une vérité qu'elle aurait peut-être préféré maintenir dans une zone floue, là où personne n'aurait besoin de prendre une décision définitive. Bruno va alors plus loin. Il lui révèle que cette fragilité a eu des conséquences concrètes et douloureuses. Après des mois d'abstinence, il a recommencé à boire. Il ne présente pas cette rechute comme un moyen de culpabiliser Swazik, mais comme la preuve que cette relation le met réellement en danger. Pour se protéger, il ne voit désormais qu'une seule solution, couper le lien. Swazik encaisse difficilement ce constat. Elle était venue chercher une forme de proximité, peut-être une réconciliation limitée à l'amitié, mais Bruno refuse cette demi-mesure. Il lui annonce clairement qu'il ne veut plus la voir. Derrière cette décision brutale se trouve moins un désir de la punir qu'une nécessité de retrouver un équilibre qu'il sent lui échapper dès qu'elle revient dans sa vie. Pendant ce temps, au commissariat, l'enquête sur l'empoisonnement de Gabriel continue de progresser. Karim revient sur les indices récoltés autour du cabinet et sur la manière dont l'agresseur a pu disparaître sans être repéré. La piste des toits reste crédible. Celui qui a utilisé le spray semble connaître suffisamment les lieux pour éviter les passages habituels et compliquer immédiatement le travail des enquêteurs.
Martin reste particulièrement attentif à cette hypothèse. Il sait que le comportement du suspect traduit une préparation minutieuse. L'agresseur ne s'est pas contenté d'attaquer Gabrielle avant de fuir au hasard. Il a visiblement anticipé son trajet de sortie et la confusion qui suivrait les hallucinations. Plus Martin réfléchit à cette mécanique, plus l'idée d'un acte improvisé paraît difficile à défendre. Dans le même temps, Sarah essaie de préciser son propre souvenir. La scène de la plage lui revient par fragments. Cet homme qui l'avait bousculé avait disparu presque aussitôt, sans réaction, sans même se retourner malgré ses protestations. À l'époque, Sarah n'y avait vu qu'un passant malpoli. Désormais, chaque détail prend une dimension nouvelle, car elle sait qu'un spray a aussi été utilisé contre Gabrielle. Roxane écoute attentivement ce que Sarah parvient à reconstruire. Elle connaît sa femme suffisamment pour mesurer l'effort que représente ce retour sur un moment encore confus. La possibilité que Sarah ait été approchée de la même manière que Gabrielle renforce la thèse d'un agresseur organisé. Ce dernier pourrait avoir choisi des moments précis pour frapper, en utilisant la proximité et la surprise avant de disparaître. Pour les policiers, cette répétition éventuelle d'un même mode opératoire change progressivement la lecture de l'affaire. L'agresseur ne semble pas simplement chercher à faire peur. Les substances utilisées provoquent des hallucinations capables de conduire les victimes à des comportements dangereux, voire mortels. Dans le cas de Gabrielle, la conséquence a été un incendie dont il n'est sorti vivant que grâce à l'intervention rapide de la police. Gabrielle, de son côté, continue d'essayer de reprendre une vie normale. Pourtant, la question de Perrine reste présente dans l'esprit de Soraya. Elle n'insiste pas constamment, mais elle remarque la manière dont Gabrielle évite le sujet. Ses réponses paraissent préparées pour réduire l'importance de cette jeune femme, alors même qu'il lui a laissé un message vocal dès qu'il a pu s'assurer qu'elle allait bien. Cette contradiction nourrit le doute. Gabrielle affirme ne pas avoir revu Perrine récemment, mais son inquiétude semble trop immédiate pour une simple connaissance universitaire. Soraya comprend qu'il cache probablement quelque chose, sans savoir encore ce que cela signifie réellement. Elle préfère observer plutôt que provoquer une confrontation, consciente que Gabrielle reste éprouvée et qu'il vient à peine de sortir de l'hôpital. Ailleurs, Sofia poursuit sa transition vers une nouvelle étape professionnelle. Son choix de reprendre le stand italien au Hall marque une rupture avec la proposition de Victor. Là où celui-ci lui offrait une place confortable dans son organisation, Sofia préfère miser sur son indépendance. Son enthousiasme contraste avec les tensions qui agitent les autres personnages, donnant à cette journée une respiration plus légère. Marceau et Ellie partagent encore ce moment avec elle, entre souvenirs de saison et plaisanteries autour de ses futurs plats. Pourtant, même dans cette parenthèse, les histoires personnelles ne sont jamais totalement éloignées. Diane vient justement de confier à Esmé qu'elle a couché avec Marceau. Ce rapprochement inattendu ajoute une nouvelle complexité aux liens déjà fragiles qui se dessinent autour d'eux. Esmé ne juge pas Diane mais refuse de romantiser la situation. En parlant d'un « pacte du désespoir », elle met des mots sur ce qu'elle ressent derrière ce rapprochement. Il ne s'agit pas forcément d'une histoire construite sur des sentiments solides. À ses yeux, Diane et Marceau se sont peut-être rapprochés parce qu'ils avaient tous les deux besoin d'échapper à ce qu'ils ressentaient ailleurs. Au commissariat, toutefois, toutes ces histoires restent loin des pensées de Roxane. Elle concentre son attention sur le spray retrouvé par Karim. Les analyses progressent, et une trace ADN exploitable apparaît enfin. Cette découverte constitue exactement ce que les enquêteurs espéraient depuis le début, une correspondance biologique susceptible de mettre un nom sur celui qui a tenu l'objet utilisé contre Gabrielle. Roxane poursuit alors la comparaison avec les données disponibles. À cet instant, elle ne sait pas encore quelle identité va apparaître. Pour elle, il s'agit d'une procédure scientifique, méthodique, presque mécanique. Mais lorsque le système signale une correspondance, son regard change. Le résultat ne renvoie pas à un inconnu extérieur à leur cercle. L'ADN retrouvé appartient à quelqu'un qu'ils connaissent tous. Avant d'en parler, Roxane vérifie encore. Une erreur serait trop grave, surtout avec un nom aussi proche du commissariat. Pourtant, la correspondance ne disparaît pas. Le résultat reste le même, implacable. Sur le spray utilisé pour droguer Gabrielle se trouve l'ADN de Nordine. L'enquête qui semblait viser un agresseur inconnu vient soudain de se refermer brutalement autour du fils de Martin. Lorsque Roxane entre dans la pièce où Martin et Karim l'attendent, son attitude suffit déjà à annoncer que quelque chose ne va pas. Elle ne cherche pas à dramatiser, mais son hésitation tranche avec sa précision habituelle. L'analyse du spray a livré un résultat exploitable. Une trace ADN a bien été isolée, et surtout, cette trace correspond à un profil déjà connu des services. Martin se redresse immédiatement. Après tout ce qu'ils viennent de traverser,
il s'attend à voir apparaître enfin le nom de celui qui a attaqué Gabriel. Karim, lui aussi, se prépare à entendre l'identité d'un suspect extérieur, peut-être quelqu'un déjà passé entre leurs mains. Mais Roxane prononce un nom qu'aucun des deux n'était prêt à entendre, celui de Nordine. Pendant quelques secondes, le silence devient presque irréel. Martin fixe Roxane comme s'il espérait avoir mal compris. Karim reste figé, incapable de relier immédiatement ce résultat au policier qu'il connaît. L'ADN de Nordine a été retrouvé sur le spray utilisé contre Gabriel. Ce simple fait suffit à faire basculer toute l'enquête dans une direction que personne n'avait envisagée jusque-là. Pour Martin, le choc dépasse immédiatement le cadre professionnel. Nordine n'est pas seulement l'un de ses hommes. C'est son fils. Jusqu'ici, il pouvait analyser chaque indice avec la distance d'un commandant habitué aux affaires difficiles. Désormais, la pièce à conviction posée devant lui semble le forcer à regarder son propre enfant comme un potentiel élément central du dossier, situation presque impossible à accepter. Karim ressent lui aussi le poids de cette découverte. Il connaît Nordine, travaille avec lui et sait surtout ce que cette révélation représente pour Martin. Pourtant, aucune émotion ne peut effacer la matérialité de la preuve. L'osprey a été retrouvé sur la trajectoire probable de l'agresseur, et l'ADN identifié dessus correspond à Nordine. Il faut désormais comprendre comment cette trace a pu s'y retrouver. Roxane, de son côté, reste prudente. Une correspondance ADN ne raconte pas à elle seule toute l'histoire. Elle indique seulement que Nordine a été en contact avec l'objet ou qu'une trace biologique lui appartenant s'y trouve. Mais dans le contexte actuel, cette information est trop importante pour être minimisée. Elle oblige immédiatement les enquêteurs à reconsidérer chacun des événements précédents. La situation paraît d'autant plus troublante que Nordine est venu lui-même interroger Gabriel à l'hôpital. Quelques heures plus tôt, il se tenait devant la victime en tant que policier, recueillant son témoignage sur l'homme qui l'avait attaqué. Rien dans cette scène ne semblait signaler un malaise particulier. Maintenant, cette visite prend malgré elle une coloration beaucoup plus inquiétante aux yeux des enquêteurs. Martin repense forcément à tous les gestes de Nordine depuis le début de l'affaire. Il sait pourtant qu'il ne peut pas transformer immédiatement un indice en certitude. Le père en lui voudrait probablement trouver une explication simple, une contamination, un contact antérieur avec le spray, n'importe quelle hypothèse permettant d'éloigner son fils du rôle de suspect. Mais le policier sait qu'il doit rester rigoureux. Cette contradiction intérieure devient son véritable supplice. Martin a passé des années à exiger de ses équipes qu'elles suivent les faits sans se laisser guider par l'affect. Aujourd'hui, cette règle se retourne contre lui. Chaque réflexe paternel le pousse à protéger Nordine, tandis que chaque responsabilité professionnelle lui interdit précisément de faire quoi que ce soit qui pourrait donner l'impression qu'il le favorise. Karim comprend immédiatement cette difficulté. Il sait que Martin risque d'être scruté dans chacune de ses décisions. La moindre hésitation pourrait être interprétée comme une tentative de protéger son fils, tandis qu'une attitude trop dure pourrait ressembler à un effort désespéré pour prouver son impartialité. Dans les deux cas, Martin se retrouve enfermé dans une position où chaque geste peut devenir douloureux. Pendant ce temps, Manon ignore encore toute la portée de cette découverte. Martin lui avait déjà demandé de parler avec Nordine parce qu'il se sentait placé dans une situation délicate vis-à-vis de lui. Cette demande prend maintenant une dimension encore plus lourde. Manon aime Nordine, et si la nouvelle se confirme autour d'elle, elle risque à son tour d'être entraînée dans une affaire où sentiments et soupçons deviennent impossibles à séparer. À l'hôpital puis chez lui, Gabriel n'a de son côté aucune idée de ce qui est en train de se jouer au commissariat. Il continue d'essayer de comprendre comment sa soirée a pu dégénérer jusqu'à l'incendie. Son souvenir de l'agresseur reste limité à une silhouette et à ce geste brutal du spray. Il n'a jamais désigné Nordine et n'a aucune raison, à ce stade, de le relier à l'attaque. Cette absence d'identification directe rend la situation encore plus complexe. Le seul élément objectif conduisant vers Nordine est désormais cette trace ADN. Pour Martin comme pour Karim, l'urgence n'est donc pas de tirer une conclusion, mais d'expliquer le lien entre le fils du commandant et cet objet. Quelqu'un a-t-il utilisé un spray déjà manipulé par Nordine? Sa trace a-t-elle pu être déposée autrement? Roxane sait elle aussi que le résultat doit être replacé dans son contexte. Pourtant, elle ne peut ignorer sa force. Dans une enquête où l'agresseur semble agir avec méthode, l'apparition soudaine de l'ADN d'un policier impliqué dans les investigations peut difficilement être considérée comme un détail. Cela soulève immédiatement la possibilité que Nordine ait été manipulé, piégé ou utilisé à son insu. La question devient donc presque aussi importante que le résultat lui-même. Pourquoi Nordine? Si quelqu'un cherche à détourner les soupçons, choisir le fils de Martin serait particulièrement cruel et efficace. Une telle manœuvre pourrait semer le doute au sein du commissariat,
fragiliser le commandant et créer des tensions entre des policiers jusque-là soudés autour de la recherche du véritable agresseur. Cette hypothèse reste toutefois une simple possibilité. Martin le sait et refuse mentalement de s'y accrocher uniquement parce qu'elle lui offrirait une échappatoire. Pour l'instant, il n'a qu'un fait devant lui. Le spray retrouvé après l'attaque de Gabriel porte l'ADN de son fils. Tout le reste devra être établi avec la même exigence que dans n'importe quelle autre enquête. Dans le même temps, la peur exprimée par Nina résonne encore dans l'esprit de Karim. Quelques heures auparavant, elle lui disait redouter de le perdre à cause de son métier. Maintenant, Karim se retrouve au cœur d'une affaire qui menace non seulement les victimes mais aussi l'équilibre personnel de ses collègues. Il mesure combien les conséquences dépassent toujours les simples murs du commissariat. Sarah et Roxane se trouvent également prises dans cette spirale. Sarah tente encore de reconstruire le moment où elle aurait pu être aspergée sur la plage, tandis que Roxane vient de découvrir un résultat capable d'ébranler tout leur environnement professionnel. Elles savent que l'agresseur n'a pas seulement provoqué des hallucinations. Il semble aussi capable de laisser derrière lui suffisamment de confusion pour diviser ceux qui le traquent. Martin regarde enfin Karim, toujours sous le choc. Aucun des deux ne formule encore les conséquences possibles de cette découverte, mais elles sont évidentes. Nordine devra être confronté à cette preuve. Il faudra savoir s'il reconnaît le spray, s'il l'a déjà touché, s'il peut expliquer pourquoi son ADN s'y trouve. Pour Martin, cette prochaine étape s'annonce comme l'une des plus difficiles de sa carrière. L'affaire vient donc de changer brutalement de visage. L'homme inconnu recherché depuis l'attaque de Gabriel reste quelque part dans l'ombre, mais désormais, une preuve semble pointer vers l'intérieur même du commissariat. Et au centre de ce bouleversement se trouve Martin, obligé de regarder la photo de son fils sous un jour qu'il aurait préféré ne jamais connaître. Le résultat annoncé par Roxane continue de résonner dans le commissariat comme une anomalie impossible à ignorer. Martin reste profondément déstabilisé par cette correspondance ADN. Il connaît son fils, travaille avec lui et sait exactement ce que représente une telle preuve dans une enquête criminelle. Pourtant, cette fois, chaque élément scientifique heurte directement sa vie personnelle et fragilise la distance qu'il impose habituellement à ses émotions. Karim demeure lui aussi marqué par la nouvelle. Depuis le début, il cherche l'homme qui a utilisé le spray contre Gabriel et tente de comprendre comment celui-ci a pu quitter le cabinet sans être aperçu. Il pensait que la découverte de l'objet allait enfin éclaircir l'affaire. Au lieu de cela, elle ouvre un problème encore plus complexe, car le nom retrouvé appartient à l'un des leurs. Roxane, consciente du bouleversement provoqué par son annonce, ne peut néanmoins pas modifier ce que les analyses indiquent. La trace retrouvée sur le spray correspond bien à l'ADN de Nordine. Tout ce qui importe désormais est de déterminer pourquoi. Cette question devient le centre de l'enquête, car le résultat scientifique ne suffit pas à raconter ce qui s'est réellement passé au moment de l'agression. Pour Martin, cette nuance est essentielle. Il ne peut condamner son fils sur la seule présence de son ADN, mais il ne peut pas davantage faire comme si cette découverte n'existait pas. Son expérience lui rappelle qu'une preuve doit être confrontée aux témoignages, aux déplacements et au contexte. Pourtant, derrière cette discipline professionnelle, le père demeure forcément bouleversé par l'idée que Nordine soit désormais liée au spray. Le contraste est d'autant plus brutal que Nordine s'était rendu lui-même auprès de Gabriel pour recueillir sa déposition. Il avait écouté la victime raconter comment quelqu'un avait sonné au cabinet avant de lui vaporiser un produit dans les yeux. Nordine avait alors agi comme n'importe quel enquêteur, sans manifester quoi que ce soit qui puisse éveiller les soupçons de Gabriel ou de ses collègues. Gabriel avait été très précis sur ce qu'il pouvait encore reconstituer. Il croyait que Raphaël avait oublié ses clés, avait ouvert la porte sans inquiétude, puis avait reçu le produit en plein visage. Après avoir tenté de se rincer au lavabo, il avait commencé à halluciner jusqu'à perdre complètement ses repères. Rien, dans ses souvenirs, ne permet encore de donner un visage à son agresseur. Cette absence de description claire laisse donc la police avec une contradiction troublante. D'un côté, Gabriel parle d'un inconnu. De l'autre, l'objet utilisé contre lui porte l'ADN de Nordine. Entre ces deux réalités se trouve toute la zone d'ombre que Martin, Karim et Roxane devront désormais comprendre. Pour l'instant, aucun élément supplémentaire ne permet de résoudre cette contradiction ni d'expliquer la présence de cette trace. Pendant ce temps, Gabriel continue de dissimuler à Soraya la véritable importance que Perrine semble avoir pour lui. Lorsqu'elle l'interroge, il affirme qu'ils ne sont pas vraiment proches et prétend ne pas l'avoir vu récemment. Mais Soraya reste perplexe. Pour elle, le fait que Perrine se soit imposée dans les hallucinations de Gabriel ne correspond pas à l'indifférence qu'il tente aujourd'hui d'afficher. Gabriel préfère néanmoins maintenir cette version. Après l'incendie, l'hospitalisation et les interrogatoires,
il semble vouloir retrouver un semblant de normalité sans ouvrir une autre conversation difficile. Son envie de bouger, de nettoyer la piscine malgré sa fatigue, illustre ce besoin de reprendre rapidement le contrôle. Mais Soraya voit bien que certaines choses demeurent enfouies derrière son apparente volonté d'aller mieux. Dans le même temps, Sarah reste préoccupée par le souvenir revenu de la plage. L'homme qui l'avait bousculée avant qu'elle rejoigne Roxane pourrait avoir profité de ce contact pour utiliser son spray. Elle n'en a pas la certitude, mais cette scène jusque-là banale prend désormais une importance particulière. Elle pourrait montrer que l'agresseur sait se fondre dans des situations ordinaires avant de frapper discrètement. Roxane doit donc avancer sur plusieurs fronts. Elle analyse scientifiquement le spray de Gabriel tout en sachant que Sarah, sa propre femme, a peut-être été visée selon un procédé comparable. Derrière son sérieux professionnel se trouve nécessairement une inquiétude intime. Elle sait ce que Sarah a subi et comprend que l'homme recherché a pu l'approcher assez facilement pour agir sans éveiller immédiatement ses soupçons. La journée reste également marquée par la rupture entre Bruno et Swazik. Après être venu au hall sous prétexte de lui rendre une chemise qui ne lui appartenait même pas, Swazik espérait préserver leur amitié. Mais Bruno lui a opposé une limite très nette. Son amour pour elle rend cette amitié impossible et, surtout, il estime devoir s'éloigner pour se protéger. L'aveu de sa rechute dans l'alcool donne à cette séparation une gravité particulière. Bruno avait réussi à rester abstinent pendant des mois, mais cette relation l'a rendu suffisamment fragile pour qu'il recommence à boire. Lorsqu'il annonce à Swazik qu'il ne veut plus la voir, sa décision ne ressemble donc pas à une simple réaction de fierté blessée. Elle devient une nécessité pour préserver son équilibre. Swazik se retrouve alors confrontée à ce qu'elle cherchait justement à éviter, une rupture totale. Samuel avait déjà compris qu'elle éprouvait quelque chose pour Bruno, allant jusqu'à lui dire que la voie était libre. Swazik avait rejeté cette intervention avec agacement, refusant d'être poussée vers une relation qu'elle ne savait pas nommer. Désormais, Bruno lui retire lui-même la possibilité de rester dans cette ambiguïté. Sofia, à l'inverse, regarde vers l'avenir avec davantage de sérénité. Malgré la proposition de Victor de devenir responsable du bar, elle choisit de reprendre le stand de traiteur italien au hall. Elle veut être sa propre patronne, assumer ses choix et construire quelque chose qui lui appartient. Son toast avec Marceau et Ellie, aux boulettes, accompagne symboliquement cette nouvelle étape plus légère. Diane, elle, vient d'ouvrir une autre porte en confiant à Esme avoir couché avec Marceau. Esme refuse d'y voir une histoire simple ou un pari amusant. Pour elle, ce rapprochement ressemble à un pacte du désespoir, deux personnes se retrouvant au milieu de leurs propres incertitudes. Là encore, les sentiments semblent moins clairs qu'ils ne le paraissent au premier regard. Mais tous ces bouleversements restent éclipsés par l'information qui domine désormais le commissariat. Martin ne peut oublier ce que Roxane vient de lui annoncer. Son fils se retrouve relié matériellement à l'objet qui a provoqué les hallucinations de Gabriel et, indirectement, l'incendie du cabinet. Pour un père, la nouvelle est terrifiante. Pour un commandant de police, elle doit être examinée sans aucune complaisance. Karim partage cette tension, d'autant que la peur de Nina reste présente dans son esprit. Elle lui avait demandé, à sa manière, de ne pas disparaître à cause de son métier. Maintenant, il mesure une nouvelle fois combien une enquête peut contaminer la vie privée de tous ceux qui y participent. Cette fois, c'est Martin qui se retrouve frappé au point le plus sensible, son propre fils. Roxane, Martin et Karim restent donc face à une certitude limitée mais dévastatrice. L'ADN retrouvé sur le spray est celui de Nordine. Rien ne permet encore d'expliquer comment il y est arrivé, mais rien ne permet non plus de l'ignorer. L'homme que Gabriel décrit comme un inconnu reste sans visage, tandis que Nordine se retrouve malgré lui au cœur d'une énigme qui menace désormais de faire vaciller tout le commissariat.